Est-ce que vous avez besoin de créer, de contraintes pour composer? Vous dites quelque part, si ma mémoire est bonne, qu'une date butoir pour rendre une partition, ça vous aide. Quel est le rôle de la contrainte pour vous? Alors j'ai la chance d'avoir suffisamment de sollicitations pour ne composer que sur commande. Mais quand on y songe, une commande, en réalité, c'est assez peu de contraintes. Ça va être effectivement une date butoir, un délai, j'y reviendrai. C'est une formation, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'écrire pour piano seul, pour piano et voix, pour chœur, pour orchestre, pour chœur et orchestre. Et puis c'est une durée approximative. Alors ces conditions, elles correspondent évidemment à un moment de programmation pour lequel vous écrivez pour un concert bien particulier, donc vous devez savoir qui vont être à peu près les interprètes pour lesquels vous allez jouer, et cela, c'est évidemment une première contrainte. Mais à partir de là, à part quelques cas assez extrêmes, en règle générale, le commanditaire n'est pas du tout contraignant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que récemment, par exemple, pour une pièce qui a été donnée à l'occasion d'un mariage en septembre dernier, le commanditaire m'a demandé de lui écrire quelque chose de nouveau. Si j'avais écrit quelque chose d'absolument sinistre, très sombre, voire très angoissant, je ne suis pas sûr qu'il aurait été ravi. Réciproquement, si à l'occasion d'un deuil, on me commande un De Profundis ou un Requiem et que je me lance dans quelque chose qui va être particulièrement, je ne sais pas, guilleret, je ne suis pas certain que le commanditaire soit ravi. Donc, à part ces moments qui sont un tout petit peu critiques, polaires, en règle générale, le commanditaire ne vous demande rien de particulier. Il y a quand même quelques exceptions, c'est par exemple des comptes musicaux sur un texte qui vous est imposé, et puis toute musique vocale. Il arrive parfois que le commanditaire demande que vous écriviez sur tel ou tel poème, vous vous mettez d'accord avec lui pour que ce soit là, et évidemment dans ce cas-là la contrainte est forte. Sinon la question des délais, je me suis rendu compte qu'elle était absolument cruciale, et que, bon, par exemple il m'est arrivé une fois avec l'artiste Marie-Pierre Langlamet, qui avait reçu un prix important de l'Académie de Beaux-Arts, et qui avait décidé, contrairement à ses confrères et ses consoeurs, de ne pas le dépenser, mais de passer commande à plusieurs jeunes compositeurs. C'était il y a une douzaine d'années, j'en faisais partie. Nous étions mis d'accord sur une formation flûte, alto et harpe, sur un montant de commande, sur une durée. En revanche, nous ne nous étions pas mis d'accord sur un délai. Elle m'avait dit, tu peux prendre le temps que tu veux. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était beaucoup plus difficile, pour moi en tout cas, de composer sans délai. Parce que il faut croire que vous avez besoin d'une espèce d'état de tension intérieure qui va être favorisé par le fait que vous avez cette espèce de date butoir, de mur devant vous, qui fait que vous êtes obligé de donner le maximum de vous-même. Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est à propos de la souffrance. Est-ce que la souffrance est nécessaire à la création, à la créativité? C'est une question pour l'un ou l'autre, l'un puis l'autre, sans doute. Pierre-Michel Menger. Encore une fois, c'est un travail. Ça n'est pas le foudroiement de l'inspiration. Les artistes et les créateurs en général cherchent la solution qui maximise le rendement de 4 états successifs. Dans la création, on a 4 états successifs. On a un moment d'accumulation d'idées, un moment de rumination où il faut savoir comment se débrouiller avec ça, et puis ensuite des moments d'assez grande association libre, et puis des moments de sélection. Pour savoir qu'est-ce qui, dans ces associations libres et ces états un peu flottants, fonctionne et productif, et puis la sélection et la réplication. Alors, le caractère difficile de tout ça, c'est d'enchaîner ces états et de se dire aussi que peut-être que ce que j'ai sélectionné, ça ne vaut rien, de se demander si le travail va aboutir ou pas, et puis ça a été beaucoup documenté par les créateurs eux-mêmes. Vous n'avez qu'à ouvrir un livre de Paul Valéry, il vous parlera des peines et des problèmes des artistes aussi abondamment que des joies de créer. Ça a été aussi documenté par les psychanalystes qui ont montré que les artistes alternent souvent des états d'excitation et des états de dépression. L'excitation, c'est l'audace, et la dépression, c'est le contrôle réflexif. Qu'est-ce que ça vaut au juste ce que j'ai produit dans mon état d'excitation? Donc il faut traverser tout ça, et évidemment ça a un prix, c'est qu'on n'est jamais sûr de l'étape suivante et du moment où ça va aboutir, et c'est ça un des grands risques, c'est une des prises de risque évidemment. Et des adjuvants sont très courants, le dopage artistique ou le dopage scientifique, ça existe, on peut recourir à des substances, etc. Pour en quelque sorte s'alléger de la contrainte, du poids, de la prise de risque et du comportement en incertitude.
Alors, Carole Beffa, avec Cédric Villani, vous évoquez pour les scientifiques les moments d'Eureka, ces espèces de moments éclatants où on passe de l'incompris au compris, de l'obscurité à la lumière. Quand on compose, comme vous, c'est une autre forme de création qui a des points communs, est-ce qu'il y a comme ça des moments où ça se débloque? Oui, on peut voir ça. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Michel Manguière pour voir qu'il y a effectivement des moments qui vont être des moments d'euphorie d'une certaine façon, où vous êtes dans l'audace, et puis à côté de ces moments-là, des moments de dépression, où s'exerce effectivement un contrôle réflexif pour lequel vous êtes en plein doute, vous ne savez pas si ce que vous avez fait est juste ou pas. En réalité, on peut même considérer que ces moments-là, ils se succèdent sur un laps de temps très court. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous rendez compte que vous avez plusieurs idées et que votre tamis intérieur va devoir sélectionner entre toutes ces idées? D'une certaine façon, vous passez par ces moments maniaco-dépressifs extrêmement brefs, qui sont réduits dans un laps de temps très court. C'est vraiment ce qui se produit. Alors, pour ce qui est des produits dopants, il se trouve que Cédric Villani et moi, on en prend, et ça s'appelle le chocolat, ça marche assez bien. C'est un antidépresseur qui nous convient à l'un et l'autre. Pour le moment, il est légal, peut-être qu'il ne le sera pas toujours. Et je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir un certain nombre d'adjuvants effectivement extérieurs, dans le cas de chocolat, donc c'est pas très grave, qui font que vous avez le sentiment non seulement que vous allez mieux vous concentrer, mais tout cela vient évidemment d'une forme de conviction personnelle. Vous prenez du chocolat, donc vous pensez que ça va vous aider, et si de fait ça vous aide par la suite, c'est surtout parce que vous vous êtes mis dans un état de disposition mentale qui faisait que c'était possible. Donc oui, je me reconnais tout à fait dans cette histoire. Est-ce qu'il peut y avoir de la créativité sans Eureka, c'est-à-dire une sorte de processus continu qui ne connaît pas de temps fort? Einstein a connu des Eureka, par exemple, en 1907, quand il comprend qu'un observateur qui est en chute libre ne sent pas son propre poids, ça a déclenché chez lui des réflexions qui le mèneront 8 ans plus tard vers la relativité générale, ce qui n'est pas rien. Mais par ailleurs, il disait qu'il n'a jamais fait mention dans sa autobiographie que d'un combat personnel avec les concepts, d'une bagarre continue et terrible, d'une véritable lutte psychique qui ne s'interrompait pratiquement jamais. C'est-à-dire que c'était un processus sans vrai rythme, qui était en fait une démarche continue qu'il habitait à tout moment. Il y a comme ça un journaliste qui a pu interroger plusieurs compositeurs, et la plupart répondaient de façon très nette. Il y a eu Grieg, il y a eu Humperdinck, il y a eu Brahms, d'autres encore. Et dans le cas de Brahms, semble-t-il, les descriptions de ses contemporains sont toutes les mêmes. Brahms avait des yeux quasiment de fou. Il était comme ça dans ces moments où il était en train de traquer l'aspiration, comme étranger au monde extérieur et étranger aux personnes qui le connaissaient. Et oui, il y a quelque chose un tout petit peu de la foudre qui s'abat sur vous lorsque vous êtes dans ces moments-là. Donc je crois d'une certaine façon en l'Eureka. Je crois simplement que cette inspiration, ça n'est évidemment qu'une petite partie de la chose. La boutade qui est 1% de transpiration, 99% de transpiration, je comprends tout à fait ce que ça veut dire. Oui, pour l'essentiel, c'est une technique acquise au préalable, évidemment, et puis ce sont ces heures où vous traquez en vain l'inspiration ne vient pas. Tout le problème, c'est de savoir, d'une certaine façon, comment, lorsque vous avez un certain nombre d'idées qui vous viennent, comment réussir à sélectionner les bonnes ou les moins mauvaises. Je crois que si je suis aujourd'hui un meilleur compositeur qu'il y a 5 ou 10 ans, c'est pour l'essentiel parce que mon tamis intérieur est plus développé et surtout est plus rapide. J'arrive aujourd'hui à détecter les mauvaises idées avec beaucoup plus de facilité que c'était le cas il y a 10 ans. Et donc je vais probablement réussir, une fois détecter les impasses, aller dans une direction qui sera un peu meilleure en un temps qui sera plus réduit. Et vous êtes d'accord avec Cédric Villani lorsqu'il dit « no pain, no gain ». Je suis tout à fait d'accord. Oui, j'ai même le sentiment que, de façon assez paradoxale, une idée dont j'ai l'impression qu'elle est bonne ne va venir qu'à la faveur d'un accouchement qui peut être très long. D'une certaine façon, tout est prétexte à ne pas travailler lorsque vous voulez vous mettre au travail quand vous voulez composer. C'est-à-dire que vous allez passer en revue tout ce que vous pourriez faire à la place de votre travail de composition. Et seulement une fois que tout cela sera fait, vous allez vous dire, bon, allez, peut-être que je vais m'y mettre. Vous dégagez dans ce cas-là une plage de temps suffisamment longue pour le faire. Et puis ensuite, tout peut être effectivement source de souffrance. Le téléphone se met à sonner. Vous vous dites, ah, c'est bien, ça va pouvoir me divertir
de mon occupation qui était trop prenante et trop difficile. Et puis, une fois que vous avez répondu, vous dites « Ah mais non, j'ai eu tort parce qu'en réalité c'était du temps pris sur ce que j'étais en train de faire. » Vous vous rendez compte que l'heure avance, et d'une certaine façon, vous êtes ravi parce que ça veut dire que vous avez déjà beaucoup travaillé, mais vous dites aussi « Oulala, mais c'est le signe que je n'ai plus beaucoup de temps pour m'y mettre. » Et puis quand enfin vous avez le sentiment qu'une idée est forte, eh bien elle va tellement vous trotter dans l'esprit, elle va tellement vous hanter que vous allez avoir du mal à dormir. Donc ça sera à la fois une bonne nouvelle parce que vous savez que si elle vous hante, c'est probablement que c'est une bonne idée, mais c'est aussi quelque chose qui vous rend la vie impossible. Mais est-ce qu'on peut ne pas se souvenir d'une idée qu'on a eue? Oui, il y a toujours le risque que ce soit le cas. D'ailleurs, j'ai un carnet sur vous. J'ai un petit carnet sur moi. Quand il n'y a pas de portées qui sont écrites dessus, assez rapidement, j'essaie de me faire 5 lignes comme ça et de me faire une petite portée. Donc oui, j'essaie de faire en sorte que ce soit le cas, parce qu'effectivement, les idées, elles peuvent arriver à n'importe quel moment. La marche, souvent, est une bonne chose, avec cet effet paradoxal qui est que quand vous marchez en général à la noire égale 60, et donc il ne faudrait pas écrire que des musiques qui soient noire égale 60, qui est à peu près le tempo de la marche, mais pour l'essentiel, j'ai le sentiment que la déambulation physique favorise la déambulation de l'esprit. C'est votre côté einsteinien qui disait la même chose. Non, ben, tant mieux, alors là... Pierre-Michel Menger, je sens que vous avez des choses à dire. Oui, Alain Cohn d'ailleurs me disait récemment, bonjour, il travaille comme ça, voilà. Chacun a ses trucs. Moi, quand je sors, après avoir travaillé beaucoup à un bureau, j'ai toujours un carnet en poche quand je prends mon vélo et je sais que ça va me tomber dessus éventuellement, pas forcément, et que peut-être ça ne vaudra rien. Non, il y a une dimension du travail dans ces métiers qui est obsessionnelle, c'est sûr. L'endurance, l'opiniâtreté. Quand on veut décrire les qualités de quelqu'un qui doit s'engager dans ces métiers, alors il ne s'agit surtout pas de dire « Ah, si on avait l'équation avec tel jet, tel coefficient de sensibilité, d'intelligence, je ne sais pas. » Non, c'est un paquet. On ne connaît pas le dosage exact de toutes ces qualités. Mais parmi ces qualités, il y a certainement l'opiniâtreté, il y a la résilience, c'est-à-dire réagir à l'échec et rebondir, parce que l'échec, c'est consubstantiel à l'activité, l'erreur, l'essai-erreur, ça fait partie du métier constamment. Et il faut une tolérance à l'erreur, et à la fois à l'égard de soi, à l'égard d'autrui, et dans le travail commun. Il y a d'autre part le rapport à autrui, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais l'interaction avec autrui, c'est une bonne manière de sélectionner, de mettre en relation ses idées avec celles des autres, de faire du brainstorming, la maximisation. Pourquoi est-ce que les compositeurs, mais les artistes, les scientifiques ou les métiers créatifs sont agglomérés dans des zones particulières, parfois des quartiers de grandes villes, dans des grandes villes, plus qu'ailleurs? C'est parce que la densité est favorable à la fécondation des idées des uns par les autres. C'est un aspect tout à fait essentiel et ça a été étudié, mesuré, calibré. Il y a une contribution des lieux et des interactions à l'inventivité de chacun. C'est autrement dit, non seulement l'intelligence ou l'inventivité plutôt est peut-être la seule ressource inépuisable de l'humanité, mais autrui est une richesse aussi pour inventer, même si l'attribution de l'invention est strictement personnelle, mais le jeu est constamment et considérablement communautaire. Il est les deux d'une certaine manière, et c'est ce qui rend les individus à la fois si enthousiastes et fragiles. Il est coopératif et compétitif. Et c'est cette équation qui est redoutablement complexe à équilibrer. C'est ça qu'on appelle la coopétition? En partie, ça a été dit comme ça par des économistes américains, mais ce sont deux forces qui sont en quelque sorte en composition permanente. Il faut savoir que, autrement dit, il faut savoir être ouvert à la critique d'autrui. Nous n'avons pas d'autre moyen de travailler que d'accepter la critique d'autrui et en même temps d'y résister, sinon on est dévasté intégralement. Un des mécanismes de l'invention créatrice, c'est aussi d'être opiniâtre dans une idée. Peut-être qu'elle est fausse, mais peut-être qu'elle se révèle juste, simplement elle arrive un peu trop tôt et qu'il faut la défendre. Si on est persuadé qu'elle a de la valeur, on va aller jusqu'au bout avant de l'avoir défaite complètement. Mais cette obsession-là, elle fait partie des conditions du travail. Donc c'est un ensemble de caractéristiques psychologiques, sociales, économiques, etc., dont le dosage est indéchiffrable. Si on arrivait à définir et à doser exactement toutes ces caractéristiques, on aurait l'équation et on aurait l'algorithme, et un robot, un jour, nous dirait « je m'en occupe, je suis créatif », et ce serait Dieu, en quelque sorte. Alors nous avons parlé d'Albert Einstein, nous avons parlé de Paul Valéry. Il se trouve qu'ils s'admiraient mutuellement, ils se sont même rencontrés à plusieurs reprises, dans les années 20, à Paris ou à Genève.
Et un jour, Paul Valéry, qui était persuadé que Einstein produisait des idées à une cadence d'essuie-glace, lui posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis longtemps. Lorsqu'une idée vous vient, comment faites-vous pour la recueillir? Un carnet de notes, un bout de papier, et la réponse d'Einstein l'a sans doute déçu. Il a répondu « Oh, une idée, vous savez, c'est si rare ». Et donc, pour être créatif, est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'idées ou est-ce qu'il faut avoir de la suite dans les idées? Ce qui est toujours mieux que d'avoir des idées dans la suite. Ou des idées sans suite. Il faut évidemment avoir beaucoup d'idées, mais il faut les organiser. Je pense que les individus dans ces métiers-là ont quelques grandes idées, peut-être parfois même une seule grande idée. La question est à quelle vitesse se fait la percée. Il y a des modèles de early bloomers, c'est-à-dire des individus qui sont très précoces et qui ont lancé quelque chose très très tôt dans leur carrière. C'est le modèle par exemple Picasso dans les arts visuels. Il a fait ses premières œuvres, sont des œuvres considérablement admirées, probablement beaucoup plus admirées que ses dernières œuvres. Et à l'inverse, Cézanne, c'est quelqu'un qui a une obsession et qui suit sa voie jusqu'au bout, et ce sont ses dernières œuvres qui sont les plus importantes et les plus abouties de son point de vue, mais aussi du point de vue de tous les experts et de tous les amateurs. On pourrait citer Clément Rosset, le philosophe, qui déclare qu'il n'a eu qu'une seule idée, qu'il a décliné en plusieurs livres, à savoir que le réel est idiot, le réel n'a pas de double. Ou bien Einstein qui, dès l'âge de 15 ans, savait quels seraient les sujets de ses études. Il a écrit à son oncle une lettre dans laquelle il dit qu'il va consacrer sa vie à l'étude de la façon dont la lumière se propage dans l'espace et dans le temps. Mais ça va le mener petit à petit en questionnant toujours ce problème de façon continue à la relativité restreinte en 1905 et à la relativité générale plus tard. Mais alors, le propre d'un travail de type créatif, c'est les bifurcations infiniment possibles sans arrêt. Quand vous avancez dans quelque chose, vous avez des tas de manières d'avancer un peu plus loin. Et donc, le problème, c'est d'arriver à contrôler cette enveloppe probabiliste et rétrospectivement, quand on reconstruit sa carrière, peut-être qu'on a tendance à sélectionner les points qui ont avancé et à oublier toute l'enveloppe. Heureusement d'ailleurs, c'est un mécanisme psychologique qui est très connu. Tant qu'on n'a pas fini quelque chose, on a une mémoire extraordinaire de tout ce qui est encore possible et de tout ce qui est présent qu'on peut mobiliser. Et une fois que c'est fini, on le range, on le stocke et c'est terminé. Mais est-ce qu'on peut transformer la créativité en injonction? Est-ce qu'on peut demander aux gens d'innover, par exemple? Est-ce que ça peut procéder d'une incitation de cette sorte, ou est-ce que ça vient comme ça au fil de l'eau? Ça, c'est là vous abordez des problèmes qui sont comment transformer ce type de mécanisme qui est sortir de l'ordinaire pour arriver à l'émergence de choses nouvelles en une injonction managériale, par exemple. Généralement, ça aboutit simplement à l'idée: ne faites pas simplement qu'appliquer les connaissances qui existent déjà, mobilisez-les au mieux de vos possibilités pour aller plus loin. Soit c'est un mécanisme qui permet de classer les individus et de les découper en quelques catégories, en sélectionnant les meilleurs et en disant aux autres, bah non, vous n'êtes pas dans les meilleurs, ça c'est la manière la plus violente, c'est ce qu'on appelle le force ranking. Soit c'est une manière évidemment de dire, de solliciter chez les individus un mécanisme qui est fondamental dans les activités créatives, c'est la motivation intrinsèque. Si vous n'êtes pas intrinsèquement motivé pour travailler à un problème, vous considérez ça comme une contrainte, et on sait que la contrainte est très mauvaise conseillère pour la créativité. Donc évidemment, le grand problème, c'est dans des situations qui ne sont pas exceptionnellement non routinières, comment obtenir des individus qu'ils soient néanmoins motivés. C'est ça le problème. Et la demande de sens, elle n'est que là-dessus. La vérité, c'est qu'on ne vous a pas demandé votre avis. Voilà, exactement. Alors, je voulais vous poser la question de savoir, puisque vous composez des œuvres pour des orchestres, avec parfois 20 instruments différents, est-ce que pour composer pour un orchestre, il faut savoir jouer de tous les instruments de l'orchestre? Non, sinon personne ne composerait rien. Imaginez que, je sais pas, même en son temps, Mozart, qui était évidemment le plus grand génie de l'histoire de la musique, ou l'un des plus grands, ne jouait pas des instruments avant, même si sa pratique des instruments était déjà extrêmement large, avec ne serait-ce que le clavecin et le violon. Donc non, on ne joue pas tous les instruments. En revanche, on connaît le fonctionnement interne de tous les instruments, mais lorsque vous écrivez une œuvre pour orchestre, ou lorsque vous orchestrez une œuvre qui existe déjà pour piano, par exemple, outre cette connaissance livresque que vous pouvez avoir des instruments, il y a ces heures et ces heures passées avec des instrumentistes pour leur demander différentes choses qui ont trait aux limites de l'instrument et à ce qui appartient au confort de l'instrument, ce qui au contraire
va au-delà de la zone de confort. Enfin, tout ça, c'est effectivement, encore une fois, je sais pas, parfois avec certains instrumentistes, des heures de discussion et qui, je pense, irriguent et nourrissent cette création. J'ai une question à propos de Bach, mais je pourrais la poser à propos de scientifiques comme Einstein, de certaine façon, ou d'autres qui ont produit des œuvres colossales pendant des temps très courts. Mais est-ce que vous comprenez comment Bach a pu écrire toutes ces œuvres? Même comment il a eu le temps simplement de les coucher sur papier d'un point de vue matériel, d'écrire la suite des notes? Non, c'est effectivement assez prodigieux. Si un copiste à la main, sans l'aide d'un logiciel de mise en partition, devait faire ça aujourd'hui, effectivement, il passerait un temps absolument fou. Donc ça a de quoi, évidemment, susciter un peu plus que l'admiration. Est-ce que le mot génie, c'est un mot que vous acceptez, que vous revendiquez dans ce cas-là, Pierre-Michel Maguer? Oui, on peut le nommer, l'exceptionnel se voit évidemment par la preuve. Le cas de Bach et de d'autres compositeurs très productifs, ils l'ont été d'ailleurs beaucoup plus. Il y avait une productivité des compositeurs qui était très supérieure à l'époque à celle qu'elle est devenue ensuite. Les compositeurs ont produit moins, le catalogue des compositeurs est devenu moins abondant dans le XXe siècle. Et alors qu'il y avait éventuellement des milliers d'œuvres au répertoire dans le catalogue de Telemann, des centaines dans le cas de Bach. Mais il y a un mécanisme qui est très classique, qu'on connaît bien dans les études sur les compositions, les artistes et les créateurs, c'est ce qu'on appelle les stocks de matériel. Bach réemployait énormément de matériel, d'une cantate à une autre, d'une cantate à une messe, d'une partita à une autre, etc. Et il allait prendre chez les autres, il n'y avait pas encore de droit d'auteur et de copyright, il allait éventuellement s'inspirer des autres et se parodier ou s'imiter lui-même, etc. Donc le jeu était très ouvert. Même Mozart, on a beaucoup analysé ça, on a vu que Mozart, il écrivait par séquence de production des concertos, des symphonies, des quatuors, et il avait constitué un stock de matériel musical dans lequel il pouvait puiser pour accélérer sa production. Ça n'était pas simplement, je n'arrive même pas à écrire à la vitesse, à rédiger à la vitesse où mon cerveau fonctionne. Non, non, il y avait aussi des routines qui étaient présentes. C'est quand même un peu moins dément qu'un créateur qui invente magnifiquement tout à partir de rien du tout le temps et à la vitesse de la lumière. Ça n'est pas aussi simple que ça, heureusement. Et tout ça pour dire que pour être constant dans des activités créatrices, il faut avoir ce que les analystes ont nommé des réseaux de projets. Vous faites avancer vos affaires sur plusieurs plans, à différentes vitesses, et vous êtes éventuellement prêt à prélever une idée d'un projet vers un autre. Il y a des projets qui sont plus risqués, où vous avez le sentiment de vous exposer davantage à l'incertain, et des projets où vous appliquez des formules déjà un peu tranquilles, établies. Évidemment, les divertimenti de Mozart sont peut-être moins originaux que les concertos ou les opéras. Et voilà. Et donc, vous répartissez les risques. Et ça, c'est un des mécanismes de contrôle de l'incertitude. C'est très très utile parce que vous ne pouvez pas vous exposer en permanence à la situation où vous réinventez tout à partir de rien. Ça ne marche pas. C'est trop difficile. Carole Beffa, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez progressé, que votre composition d'aujourd'hui était meilleure qu'il y a 10 ans, pour des raisons que vous avez expliquées, mais est-ce que vous diriez qu'il y a un progrès en musique? Non, je suis assez sceptique sur ces questions, pas plus que je dirais qu'en général il y a un progrès en art, mais je sais que c'est une question qui reste très ouverte. Il y a eu l'idée, en tout cas qu'il y a eu un progrès en musique, au moins du fait que, si on s'en tenait à la dimension harmonique, à la dimension des accords, c'est vrai qu'on remarque globalement une certaine forme d'émancipation de la dissonance, comme disait Schoenberg, entre le XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle par exemple, où effectivement on va vers des accords de plus en plus complexes et on a eu tendance, à tort ou à raison, à prendre cette complexité pour une forme de progrès. Schoenberg lui-même revendiquait l'idée qu'il avait fait progresser la musique et qu'il avait même assuré, je vous cite, enfin c'est vous qui le citez dans votre livre, en inventant le dodécaphonisme, il avait assuré la suprématie de la musique allemande pour 100 ans. Pourtant, c'était quelqu'un d'extrêmement conservateur en musique et un très grand conservateur politique aussi, quelqu'un qui ne croyait guère en la démocratie parlementaire. Il n'est pas le seul allemand. C'était pas le seul allemand à ce moment-là. Mais chez les juifs, c'était peut-être un petit peu moins nombreux, c'est vrai. Donc non, je pense, enfin je ne sais pas ce qu'en pense Pierre-Michel Maguer, mais l'idée de progrès en art, c'est une idée qui me semble assez délicate.
il y a une réponse assez simple, c'est que les arts ne se comportent pas tous de la même manière. La musique a beaucoup sollicité le schéma du progrès au moment du triomphe de l'idée d'avant-garde. C'est-à-dire que les ruptures devaient être cumulatives et successives et que René Leibovitz avait même écrit que depuis l'origine du système tonal, il tendait vers sa fin, c'est-à-dire vers son abolition, une sorte de Hegel en musique qui aurait programmé la fin de la tonalité depuis le début. C'était inscrit dans les conditions d'origine même du système. C'est une vision ultra radicale et ultra téléologique de l'art, évidemment, qui cherche à mettre en série tout ce qui va se passer et éventuellement à fixer des règles et des normes. Le problème de l'art, c'est la condition d'originalité, c'est-à-dire pour innover, pour être nouveau et être original et reconnu comme tel, vous ne devez pas imiter autrui. Sinon, premièrement, vous n'avez pas beaucoup de résonance, et deuxièmement, vous êtes attrapé par les sociétés d'auteurs qui vont vous dire « Monsieur, votre œuvre, elle est déjà faite ». Une fois qu'on a dit ça, la question est de savoir comment construire ces coefficients d'originalité. Il y a des modalités horizontales, je diffère d'autrui mais je ne cherche pas à avancer dans un sens systématique, et il y a des moments dans l'histoire d'un art où le mouvement se fait de manière systématique et quasi verticale en disant on ne revient plus en arrière. Mais regardez ce qui s'est passé dans le roman. Le nouveau roman, en quelque sorte, n'a pas laissé de traces profondes de type cumulatif ensuite. C'était terminé. Le cinéma, de même, on ne peut pas le décrire comme un arc qui va vers la rupture de la narration de manière cumulative et définitive. Le cinéma expérimental a été un moment dans cette veine-là, mais n'a pas persisté. Dans la musique, c'est un art plus complexe parce qu'il est mieux contrôlé de manière autonome par les compositeurs eux-mêmes, qui sont des savants. Pour composer, il faut avoir fait de très longues études et travailler avec des professionnels. Et donc, la distance entre le profane et le compositeur est beaucoup plus grande, et les possibilités d'autonomie et de contrôle autonome de son art sont plus fortes. Et donc, les querelles sur jusqu'où allons-nous dans l'exploitation de cette autonomie sont aussi plus violentes d'une certaine manière. Vous dites que la musique est un art complexe, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un jour une science de la musique que certains ont essayé de construire? Et pour commencer, est-ce qu'il y a une définition de la musique? Est-ce que vous, Karel Beffa, vous savez dire ce par quoi une suite de sons devient de la musique? Alors, il y a quelqu'un que vous connaissez bien tous les deux qui s'appelle Francis Wolff, qui a beaucoup réfléchi sur cette question, qui partant d'une définition que l'on peut trouver de façon assez ordinaire dans tel ou tel manuel, qui est musique comme art des sons, en vient une réflexion extrêmement intéressante sur cette question, et sur notamment la question de la causalité en musique. Comment faire pour que cette causalité apparaisse? Est-ce qu'il y a moyen, parmi ces mystères de la musique, de mettre le doigt sur cette causalité, de faire en sorte qu'on puisse avoir dans des œuvres pourtant nouvelles, composées aujourd'hui, un type de causalité qui ne soit pas si différent de celui qu'on a connu dans le passé? Je pense que ça, c'est une question absolument essentielle. Alors, ça, c'est une question très délicate. Ce que je vois, c'est que s'agissant de ceux parmi les théoriciens qui se sont interrogés sur la question de savoir dans quelle mesure on pouvait effectivement construire la musique quasiment comme une science, et bien souvent, on a un peu tendance à considérer les traités qu'ils nous ont légués dans l'histoire comme plutôt des objets de musée. Très souvent, il faut dire que lorsqu'on a cherché à théoriser sur ces questions de la musique en étant un peu trop loin des réalités musicales, on s'est un peu planté. Il y a heureusement un certain nombre d'exceptions, mais ça fait partie de domaines pour lesquels il me semble qu'un degré de théorisation trop grand à l'écart de la pratique proprement dite n'a pas toujours eu que des bons effets. Ce que dit Francis Wolff, c'est que en fait, la causalité est internalisée dans la musique, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on entende que chaque instrument fait les notes qui sont produites dans l'œuvre, on a l'impression que la cause de chaque note est la note précédente. Exactement. On internalise la cause à l'intérieur même du flux musical. C'est une autre façon de voir la continuité et le principe de la succession en musique, mais qui est, je pense, d'un ordre supérieur au pur principe de succession. Alors, nous approchons de la fin de cette émission et je voudrais qu'on parle de l'originalité. Est-ce que pour être créatif, il faut d'emblée être original? Est-ce qu'il faut être dans l'innovation radicale? Est-ce qu'il y a... On a décidément beaucoup cité Valéry, mais Paul Valéry parlait d'une superstition du nouveau. Est-ce que le nouveau est nécessaire pour qu'il y ait acte créatif?
Il y a eu beaucoup d'écrits. Ça ressemble à un sujet de bac, j'en suis Oui, beaucoup d'écrits sur ce thème, la tyrannie du nouveau, la tradition du nouveau, le nouveau volontariste. C'est l'idée que on force son talent pour innover à tout prix alors qu'on n'en a pas vraiment les moyens. De toute manière, la sanction, elle vient par l'extérieur d'une certaine manière, puisque vous soumettez votre travail à vos pairs, à des publics plus ou moins expérimentés, à des publics profanes, au grand public, et donc ce sont ces arbitrages successifs qui vont décider ou non que vous êtes original. Ce qui est évident, c'est que vous n'allez pas... il faut que vous vous différenciez d'autrui, sinon ce jeu n'a aucun intérêt. On n'est plus dans la création, on serait dans la répétition. Le problème, c'est quelle est l'équation? Est-ce que c'est, vous dites innovation radicale ou non? Il y a des innovations qui sont de type incrémental, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a trouvé quelque chose, un principe de travail dans son activité, et on va le pousser un peu plus loin. Et on va exploiter ce filon jusqu'à un certain point. Et il y a d'autres moments où on va se dire non, je m'adresse à moi-même un défi supplémentaire, je veux aller au-delà. Et c'est des cas très connus, parfois même des œuvres radicalement inachevées. Certains cas d'œuvres totalement inachevées sont des cas où les artistes se sont adressés à eux-mêmes des défis considérables. Quand Rodin a fait sa Porte de l'Enfer, c'est une œuvre totalement inachevée, mais il y a tout un peuple de petites sculptures qui l'encadrent, cette Porte de l'Enfer, qui sont l'Éternel Printemps, le Baiser, toutes ces œuvres absolument extraordinaires qu'il a agrandies ensuite, mais qui, elles, sont finies. Et donc, voilà, ce sont ces mécanismes-là, et évidemment, le challenge était tellement puissant et tellement fort qu'il s'était dit, je vais, en quelque sorte, dépasser tout, et je vais rivaliser avec Dieu d'une certaine manière. Ce sont des projets comme ça. Scriabine a écrit une œuvre qui n'a jamais fini, qui s'appelait Mysterium, et Ives de même, Universe, c'est-à-dire on veut rivaliser avec Dieu à ce moment-là, on veut s'adresser, on veut avoir un projet total. Wagner a écrit la tétralogie parce qu'il voulait reconstruire le monde de l'opéra, faire l'œuvre totale. Donc il y a des séquences de ce type-là. Mais elles ne sont pas constantes et elles sont extrêmement coûteuses et elles ont un risque considérable éventuellement d'inachèvement. Et vous, Carole Beffa, vous avez le souci d'être original? Non, je ne pense pas que ce soit ma priorité. C'est-à-dire qu'au moment où je me mets à composer, je me dis pas « oulala, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être original ?» parce que j'ai le sentiment que ce sera le meilleur moyen pour ne pas l'être. Je pense que c'est vraiment... Ce qui veut dire que vous voulez l'être. Je pense qu'on veut tous l'être quand on est dans un métier de créateur. Comment dire? Je pense que ce qui permet de distinguer un compositeur d'un autre, c'est-à-dire son identité stylistique, ce n'est pas exactement l'originalité. J'aurais à peu près le mutatis mutandis, et puis avec une conscience évidemment des échelles très différentes, mais effectivement, comme le disait Pierre-Michel Minguer, il y a dans beaucoup de pages chez Valéry cette critique de la superstition du nouveau, qui me semble être quelque chose d'assez juste, au sens où cette part de nouveauté que vous allez éventuellement dégager, et qui fera que d'autres qui écoutent votre musique la repèrent, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut trouver, mais c'est quelque chose qui va être le fruit assez paradoxal, là encore une fois assez mystérieux, comme beaucoup de questions liées à la création, qui est comme l'agrégation de, on va dire peut-être des petites nouveautés incrémentales qui, mises bout à bout, vont faire quelque chose de plus grand. Mais ça reste quelque chose d'éminemment mystérieux, ça j'en suis persuadé. Et vous avez eu raison effectivement de citer ces auteurs prométhéens dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la musique, que ce soit Rodin dans un cas, que ce soit Beethoven, que ce soit Wagner, Scriabine, qui était effectivement hanté par cette figure du Prométhée. Je crois qu'il y a de moins en moins de compositeurs prométhéens aujourd'hui, et c'est peut-être une bonne chose. Là-dessus, une réponse très simple. Vous savez, il y a un mécanisme qu'a décrit Paul Václavic qui s'appelle l'injonction contradictoire, ou l'injonction paradoxale. Soyez créatif, soyez spontané. Autrement dit, je vous donne l'ordre d'être qui n'obéit à aucun ordre. Et donc, je vous donne l'ordre de me désobéir. C'est impossible. C'est exactement le mécanisme que vous dites. Être créatif par volonté, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, Einstein, excusez-moi de reparler d'Einstein, en 1905, il a quand même fait quelque chose d'extraordinaire. 5 papiers révolutionnaires, la relativité, le mouvement brownien, l'atome, le photon, E égale MC2, à quelques mois d'intervalle. Et lorsque des amis lui rendaient visite à Berne, après, il les emmenait visiter la fosse aux ours, pour essayer d'expliquer comment il avait procédé. Et il leur faisait remarquer que la grande majorité des ours restent à 4 pattes, tous dans le même coin à attendre que des morceaux de viande veuillent bien choir à leurs pieds, mais que de temps en temps, l'un d'entre eux demeure à l'écart et se dresse sur ses pattes de derrière
incroyable qui, à 12 ans, a réussi à marquer à jamais Goethe. Je pense que c'est aussi un des rares compositeurs qui écrit une musique qui soit par moments intensément optimiste. Il y a aussi des moments qui sont tout le contraire. Mais c'est le signe, à mon avis, que quand on est riche, bien portant et que tout vous réussit, on peut aussi probablement écrire de la musique et qu'on n'a pas besoin d'être nécessairement dans la marge pour le faire. C'est tout à fait désespérant. Vous êtes d'accord, Jean-Michel Nagard? Il faut avoir beaucoup de confiance en soi quand on se lance dans des aventures aussi improbables que de résoudre des problèmes très difficiles ou de chercher à faire avancer l'art et à être ou original ou singulier. Il faut avoir une très grande confiance en soi, mais il faut aussi avoir un sens aigu du rapport à autrui et de l'ouverture à autrui. Autrement dit, on peut être singulier et être en marge du groupe, mais on se rapporte aussi sans arrêt au groupe et on prend et on laisse. C'est un des mécanismes fondamentaux. Donc la réassurance permanente, c'est une des conditions, mais l'autre, c'est aussi la capacité d'accepter le dialogue, la critique et le doute. Merci Jean-Michel Nagard, merci Carole Beffa d'avoir répondu à notre invitation en direct et en public. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein. Nous avons parlé de science, mais pas que, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Étienne Leroy et Hervé Dubreuil, et à la réalisation, comme d'habitude, François Konak. Une question sans réponse connaissable, cela n'empêche, dès qu'un discours prétend nous éclairer sur elle, nous tendons l'oreille, avides d'entendre l'écho du tout premier signal. C'est le signe que cette question nous envoûte, qu'elle aimante notre esprit et même notre âme. D'ailleurs, presque toutes les sociétés, grandes ou petites, puissantes ou faibles, perdues sur un îlot rocheux ou dans un désert inhospitalier, ont proposé un récit de la création du monde. Mais la création du monde, dès lors qu'on prend au sérieux ce qu'elle représente, peut-elle être l'objet d'un discours à la fois cohérent et complet? N'est-elle pas vouée à demeurer plutôt un éternel mystère, le plus radical de tous? Mais Dieu merci, la création, ce n'est pas que cette question qui est terrible, car il n'y a pas que l'univers dans la vie. Il y a aussi les idées, le travail qui peut être plus ou moins créateur, il y a la science, il y a l'art, et il y a beaucoup d'autres choses encore. Alors, d'une façon générale, créer, comment cela se fait-il? C'est la question que je vais poser à mes deux invités, par ordre alphabétique. D'abord, Carole Beffa, bonjour. Bonjour, vous êtes compositeur et pianiste, vous avez été titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France en 2012 et 2013, et vous venez de publier avec le mathématicien Cédric Villani les coulisses de la création chez Flammarion. Mon second invité est sociologue, il s'agit de Pierre-Michel Menger, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France, vous occupez la chaire de sociologie du travail créateur. Oui. Et vous avez notamment publié en 2009 un gros livre intitulé « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Et il y a quelques années, vous aviez publié un livre, j'ai vu cela, qui s'intitulait « Le paradoxe du musicien ». Oui. D'où la question que je pose à Carole Beffa, est-ce que vous avez lu ce livre? Je l'ai lu, oui, tout à fait. Je l'ai lu au début des années 90. Alors qu'est-ce que c'est que le paradoxe du musicien? Le paradoxe du musicien, c'est le triangle de la différenciation entre la musique dite contemporaine, des compositeurs vivants qui étaient engagés dans un conflit majeur entre les anciens et les modernes à partir des années 50, et d'autre part le répertoire du passé qui prenait une place de plus en plus importante dans la consommation de musique dite savante. Et le troisième point du triangle, c'était les musiques populaires et l'explosion de la pop, du rock, etc. Et ma question était, comment est-ce que les compositeurs dits de musique savante, qui sont des individus exigeants, qui sont en avance sur leur public, peuvent se débrouiller à la fois pour régler des problèmes internes de querelles stylistiques, de préséance de jeunes générations sur les anciennes, de pouvoir sur les institutions, et d'autre part résister à l'emprise du passé sur eux à travers la consommation des musiques du passé qui est devenue massive et même renouvelée par les phénomènes de musique baroque, et d'autre part à travers le grand écart entre la musique populaire et la musique savante qui ont partagé de moins en moins de socles communs. Et j'ai voulu explorer ces problèmes. Alors Carole Beffa, vous qui êtes compositeur, est-ce que vous vivez ce paradoxe du musicien en tant que compositeur? Oui, d'une certaine façon je le vis. Je suis un compositeur de musique savante, mais plutôt accessible.
de musique savante par opposition aux musiques populaires, musique qu'on aurait tendance à appeler musiques actuelles aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre cette distinction qui peut paraître un peu curieuse. On a les musiques actuelles, pop, rock, et toutes sortes de musiques qui sont effectivement des musiques populaires, et puis les musiques contemporaines qui sont plutôt du côté de la musique savante. J'écris de la musique contemporaine d'une certaine façon, mais j'écris une musique contemporaine plutôt accessible, ce qui fait que je ne me reconnais pas forcément dans le travail d'un compositeur-interprète, mais pas forcément non plus dans le travail d'un compositeur qui travaillerait dans l'IRCAM, pour parler d'un endroit qui n'est pas très loin d'ici. Alors vous êtes improvisateur, vous improvisez, pardon, c'est la troisième fois que je le dis. Vous serez d'accord avec moi pour dire que quand on improvise d'une certaine façon, on crée, mais d'où viennent les idées? Comment est-ce qu'arrivent les notes? Est-ce qu'on improvise à partir de ce qu'on joue, de ce qu'on entend, de ce qu'on joue, de ce qu'on est en train de jouer en fait, ou bien est-ce qu'on improvise à partir d'une idée préalable, préconçue, de ce qu'on va jouer? Alors, mon activité d'improvisateur, elle s'inscrit dans plusieurs types de manifestations. Il peut y avoir un accompagnement de textes littéraires lus par des lecteurs professionnels, il peut y avoir de l'accompagnement de films muets, et puis des improvisations sur des thèmes que propose le public. Dans chaque cas, on a affaire à quelque chose d'un peu différent, parce que le déclencheur n'est pas le même. Déclencheur, quand vous avez un film sous les yeux, c'est évidemment le contenu du film, ses images, film muet, puisqu'évidemment pour l'essentiel, ce sont des films muets qu'on accompagne aujourd'hui. Quand il s'agit de textes littéraires, c'est à peu près la même chose. Il peut s'agir d'une illustration avant, illustration après, illustration peut-être une forme d'intermède entre deux lectures. Tout cela est possible. Quand il s'agit d'improvisation, soit à partir de rien, soit à partir de thèmes qui sont proposés par un public, c'est encore quelque chose de différent. Pour schématiser, il y a deux grands courants dans l'improvisation. Vous allez avoir un courant qui se réclame de la tabula rasa, qui considère qu'il faut faire en sorte, quand on improvise, considérer qu'il n'y a absolument rien eu auparavant et que vous devez vous priver de toutes les ressources que la tradition, que ce soit telle pulsation, tel type d'harmonie, tel type de thématisme, tout ce que la tradition vous a légué, eh bien, il faut s'en détacher à tout prix. C'est un courant dans lequel je ne me reconnais pas vraiment, même s'il m'arrive d'improviser de temps en temps avec des saxophonistes, des contrebassistes qui en font partie. Et puis vous avez un autre courant à côté de ce courant de l'improvisation dite générative, rien à voir avec la linguistique générative, mais qui considère que tout se génère, s'engendre à partir du rien. C'est un courant qui est plutôt lié à l'improvisation des organistes et qui existe de plus en plus chez d'autres instrumentistes, notamment chez les pianistes, qui considèrent que peu importe si votre mémoire ou votre mémoire digitale, par moment, vous dicte telle ou telle chose, l'important c'est d'avancer en musique. Et comme c'est une école d'improvisation qui est en grande partie fondée, pour ce qui est de son apprentissage, sur le pastiche, eh bien, il peut arriver que l'on vous demande de pasticher au moins au début pour vous entraîner, pour vous familiariser avec le clavier et avec la pratique de l'improvisation, c'est-à-dire de la composition dans l'instant. Il peut vous arriver de pasticher Bach, Debussy, tous les grands auteurs de l'histoire de la musique, parce que c'est formateur. Et si de temps en temps, à l'occasion d'improvisation personnelle ou les plus personnelles possibles, eh bien, des clins d'œil à ces compositeurs du passé ont lieu, ce n'est pas un problème. Mais lorsque vous savez que vous devrez improviser en public, par exemple, est-ce que vous êtes stressé avec la peur de ce qui pourrait être l'équivalent de la page blanche, ou est-ce qu'au contraire vous êtes très relâché? La peur de la page blanche, bizarrement, elle a moins lieu quand on sait qu'on n'a pas de gomme à disposition. Or, quand vous improvisez, vous n'avez pas de gomme, puisque vous n'avez pas de possibilité de repentir, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Bizarrement, je me suis rendu compte qu'alors que cet exercice de l'improvisation peut paraître de l'extérieur comme étant vraiment un exercice d'équilibriste, voire de funambule, eh bien, je n'ai pas le trac quand j'improvise en public, même quand j'improvise en direct à la radio, ce qui m'arrive de temps en temps. Là où, lorsque je joue du répertoire, seul ou à plusieurs, je peux être soumis à une certaine angoisse liée à quantité de choses. Donc non, bizarrement, s'il y a une forme d'angoisse de la page blanche, je pense qu'elle est bien supérieure quand on compose que quand on improvise, en tout cas c'est mon cas. Et quant à la difficulté de se confronter à un public, elle est supérieure quand j'interprète de la musique, c'est-à-dire quand je suis musicien d'interprétation plutôt que quand j'improvise de la musique, quand je suis musicien d'improvisation. Pierre-Michel Menger, on est d'accord que le travail artistique est un travail créateur, mais qu'est-ce qu'il faut à un travail, d'une façon générale,
pour qu'ils soient considérés comme créateurs? Il y a deux sémantiques du travail. La sémantique du travail comme pénibilité ou comme tripalium, c'est-à-dire comme torture. C'est le travail routinier, le travail où on perd sa vie à la gagner, comme disent certains, et des grands anciens. Ce travail-là, il est fortement répétitif, routinier, il est subordonné, il est contrôlé. Et ça, c'est la première sémantique. La deuxième sémantique, c'est le travail expressif, celui dans lequel l'individu découvre de quoi il est capable en agissant sur le réel et en accomplissant une transformation de son environnement et de lui-même par la même. Et c'est ce travail-là qui a toujours été désigné depuis Aristote jusqu'à aujourd'hui, en passant par Marx ou Hannah Arendt, comme un travail éminemment désirable, un travail, comme on dit, qui a du sens, parce que l'individu peut s'y reconnaître, peut considérer qu'il a exprimé dans ce qu'il fait et dans ce qu'il produit quelque chose qui lui appartient. Et un des indices extraordinaires dans les activités dites créatrices qui sont vouées à créer exclusivement et donc qui portent au maximum l'indice de création dans une activité donnée, de travail, c'est le fait que les artistes signent leurs œuvres. C'est une manière de dire je revendique la responsabilité de ce travail et je m'y reconnais, j'y ai déposé quelque chose. L'autre caractéristique, c'est que c'est un travail qui a beaucoup plus de variabilité que le travail routinier et par conséquent aussi, il a deux dimensions. Il a une dimension d'incertitude positive, je ne sais pas ce qui va arriver, c'est pour ça qu'il n'est pas routinier, qu'il est variable, et en même temps, je ne suis pas sûr que je vais y arriver, ni que ce que je vais faire aura du sens pour autrui. Et c'est là que commencent les problèmes, évidemment, parce que ce travail-là peut évidemment susciter l'attrait considérable auprès d'une population considérable d'individus qui se sentent appelés, comme on dit, la vocation, c'est l'appel à s'engager dans ce type de travail. Mais ensuite viennent les épreuves de mise en comparaison, d'éventuelles compétitions, de concurrence, d'arriver à réaliser une carrière dans ces conditions-là. Et là, évidemment, il y a des éléments de prise de risque et de gestion de la prise de risque qui sont des éléments individuels et collectifs qui sont d'une autre nature que celle qu'on connaît dans un travail subordonné où on a en quelque sorte un agenda fixé à peu près à l'avance de ce qui va arriver. Le dernier point, c'est que le travail dit créateur ne se déduit pas des compétences que vous avez acquises initialement. C'est une observation qu'on fait dans les enquêtes de sociologie, c'est que les artistes, par exemple, ont beau avoir été formés très longtemps dans des conservatoires, des écoles d'art, etc., des écoles de danse. La première chose qu'ils disent à la sortie de ces écoles, c'est l'essentiel de ce que j'apprends, c'est maintenant sur le tas. Et parce que précisément leur travail est variable et qu'ils ont obtenu un équipement au départ qui est peut-être bien utile, mais qui n'est pas celui qui leur sera ensuite nécessaire aussi pour explorer, faire varier leur activité suffisamment et apprendre sans cesse. Un travail plus variable, au contenu plus incertain, mais aussi plus expressif, est un travail dans lequel vous mélangez sans arrêt des éléments à la fois d'accomplissement, de prise de risque, mais aussi d'apprentissage. Et il n'y a qu'en apprenant tout le temps qu'on peut se maintenir sur un sentier de travail à forte densité créatrice. Mais est-ce que vous avez compris en tant que sociologue les ressorts de la créativité? Ou pour le dire autrement, est-ce que le génie est soluble dans la sociologie? Alors vous prenez le problème par le maximum. Une petite question. Voilà. Écoutez, le terme, alors on peut le décomposer de plusieurs manières. Une manière simple, c'est de dire les mots génie, talent, etc. Tout ça, c'est de l'habillage idéologique pour désigner des choses qui sont le produit d'une mise en compétition des individus et on veut en extraire une hiérarchie, certains étant placés beaucoup plus haut que d'autres et c'est le nom donné à des inégalités considérables. Il y a peu de mondes qui sont aussi inégalitaires de manière constante et régulière depuis des siècles que les arts ou les sciences. C'est absolument spectaculaire. Alors, on va dire, les termes de génie ou de talent sont des purs descripteurs de mécanismes de mise en avant ou de mise en comparaison qui produisent ces inégalités. Une autre manière de dire, c'est d'adopter un raisonnement factoriel, de dire peut-être que les individus qui réussissent ont des caractéristiques tellement spéciales qu'avec les bons outils, nous pourrions les détecter.
Alors, quelles sont ces caractéristiques? Et on épluche les biographies des grands savants, des Einstein, des Mozart, des Beethoven et bien d'autres, et on regarde s'il y a des régularités, si on peut extraire de ça un tableau de caractéristiques qui nous permettrait de percer le mystère du potentiel créateur de quelqu'un. Et je vous passe les détails sur la génétique, sur les expériences longitudinales, sur les coefficients d'intelligence, etc. Oui, on a découpé le cerveau d'Einstein en rondelles. Voilà, et on a fait... On n'a rien trouvé. Quantité d'expériences. La troisième manière de s'y prendre, et c'est celle que j'ai plutôt explorée, c'est de dire, voyons, entre deux individus, il se peut que la différence dans une activité soit peut-être même minime, même dans des activités extrêmement sophistiquées. Mais il faut qu'il y ait peut-être une différence minime, mais il faut qu'il y ait une manière de différence. Après tout, les individus sont différents et ne sont pas tous équipés de la même manière pour faire tout. Et donc, dans des conditions où le système le demande, on les met dans des situations d'action, et ils apprennent progressivement à quel point ils peuvent agir selon le principe créateur, et ils sont mis en comparaison d'une manière ou d'une autre, et avec une petite différence, le système social amplifie spectaculairement ces écarts, épreuve après épreuve, et ensuite les individus qui sont remarqués pour être peut-être un tout petit peu meilleurs, mais on ne sait pas de combien, sinon on aurait la mesure exacte de ce que c'est que la créativité, et on aurait fait le tri préalable dans des écoles, on aurait déjà catégorisé les individus en disant toi tu es à coup sûr un grand compositeur et toi pas, mais on ne l'a pas précisément, d'où le fait que beaucoup s'engagent. Et donc, épreuve après épreuve, il y a un mécanisme d'amplification qui est terrible, qui est redoutable, parce que non seulement il va donner à celui qui a un peu plus de visibilité, plus de chances d'en acquérir encore plus, c'est le fameux effet Mathieu, aux riches on prêtera encore plus, c'était une phrase de Merton, un grand sociologue des sciences, mais deuxièmement, et ça c'est un autre mécanisme redoutable, ceux qui sont remarqués sont mis au contact de gens qui sont à peu près leurs équivalents dans d'autres métiers. Et ça leur permet d'avancer plus vite. Autrement dit, pour les sciences par exemple, on a ce phénomène maintenant incroyable de concentration critique de gens qui sont réputés talentueux et que les pays s'arrachent. Il y a une compétition pour les talents scientifiques qui est féroce. La Suisse en Europe est absolument prédatrice, mais les États-Unis le sont depuis longtemps. Et le fait de réunir des gens dans des agglomérats de concentration de talents, évidemment, et repose sur l'hypothèse qu'en étant au contact les uns des autres, ils vont inventer plus vite. Alors je le dis pour nos auditeurs, mais dans votre livre que j'ai cité tout à l'heure, vous consacrez de nombreuses pages à cette question. Comment expliquer que des écarts considérables de succès puissent résulter de différences minimes de talent? Alors Carole Beffa, vous avez écrit ce livre avec Cédric Villani, Les coulisses de la création. Est-ce qu'il vous semble, puisque cette émission s'appelle La conversation scientifique, que les coulisses de la création artistique sont de même nature que les coulisses de la création scientifique? Elles sont assez proches. C'était une des raisons pour lesquelles nous avions décidé, après plusieurs conversations plutôt à bâton rompu avec Cédric Villani, d'écrire ce livre. C'est qu'en réalité, même si on a tendance à considérer de façon très extérieure, souvent dans le grand public, que science et art répondent à des mécanismes extrêmement différents, eh bien, pour ce qui est de la créativité, la création en général, les mécanismes sont parfois assez proches. Alors, il nous est arrivé d'examiner des choses comme des rites, des rituels. Est-ce qu'on a des moments privilégiés pour composer? Comment nous viennent les idées sur cette question qui est évidemment au cœur du mystère, de cette question elle-même mystère que vous avez abordé dès le début, qui serait le dernier des mystères aujourd'hui, qu'on n'a pas encore percé, celui de la création. La question de savoir comment viennent les idées est évidemment cruciale. Et en réalité, les choses sont relativement proches, même si, alors je dirais plusieurs choses. D'abord, dans les arts, si vous prenez le cas de la musique, contrairement par exemple au cinéma, qui est une création en très grande partie collective, pour laquelle vous avez un scénariste, un réalisateur, un chef-op, etc., toute une équipe qui contribue à créer le film, dans le cas de la musique, le plus souvent, vous êtes seul. Pour ça, peut-être que l'angoisse de la page blanche est particulièrement grande. Dans le cas des sciences exactes, c'est évidemment assez peu le cas. Cédric Villani s'est fait connaître par un livre publié chez Grasset dans lequel il expliquait comment, avec
son jeune élève Clément Moule avait réussi à trouver ce qui lui avait permis de glaner la médaille Fields. La question de savoir si on peut trouver quelque chose en mathématiques absolument seul en dehors du monde, hein, et il y a quelques exemples quand même très récents, mais qui vont dans ce sens-là, est évidemment une question très importante. Donc il me semble que globalement, on a beau à faire à deux disciplines assez éloignées l'une de l'autre, les mathématiques et la musique, on peut trouver un certain nombre de points communs.